Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo troisième partie de la rentrée littéraire. Elle arrive 6 mois après que je l'ai promis. Mais comme d'habitude, je n'arrive pas à tenir le rythme. En fait, vraiment, j'admire les gens qui arrivent à poster régulièrement parce que c'est hyper compliqué de se tenir à une vidéo par semaine. Quand il y a le boulot, quand il y a tout, en plus j'ai un reste de maladie, donc si jamais je parle un peu du nez ou que je renifle, pardon d'avance. Mais vraiment, une vidéo par semaine, c'est trop compliqué, surtout en cette fin d'année, parce que quand on est libraire, la fin d'année est chargée comme tout. Et c'est hyper compliqué de tout allier, etc., etc. Surtout que mine de rien, c'est pas toujours un réflexe de se filmer quand on... Par exemple, j'ai essayé de vlogger il y a 2 semaines pour essayer de faire du contenu, et en fait vraiment, genre c'est pas un réflexe de sortir tout le temps. J'allais dire la caméra, mais c'est mon téléphone. Même si malheureusement sortir le téléphone est toujours un réflexe. En tout cas pour moi. Bon bref, assez papoté. La troisième partie et je pense la dernière, après ce sera de nouveau des points lecture, mais vraiment thématique rentrée littéraire, je pense que c'est la dernière. Je vais vous parler de 5 lectures, 4 romans que j'ai lus intégralement et un abandonné à peu près à la moitié. Je vais commencer par l'abandon, comme ça on enlève... Ah oui d'ailleurs j'ai changé un peu le cadre, je pense que c'est pas pour vous donner la vue sur la gouttière dehors, non c'est parce que en fait ma télé est trop près de mon canapé, alors j'ai essayé de le reculer. Et enfin bref, j'ai réagencé un peu ici, donc du coup il est traviole et vous avez vu sur la gouttière. C'est super. On y va, sans plus tarder, je vous présente les derniers livres de la rentrée littéraire que j'ai lus. Et après on oublie la rentrée littéraire, on passe à de la fantaisie parce que là j'ai envie de lire de la fantaisie. Je vais vous parler en premier lieu de l'abandon, comme ça on enlève le pansement, c'est fait. J'ai abandonné S'aimer dans la grande ville de Sang-Byung Park aux éditions La Croisée, traduit par je ne sais plus qui, désolée, je remettrai la couverture quelque part. Dans S'aimer dans la grande ville, on suit un jeune étudiant écrivain qui s'appelle Young de mémoire et qui est homosexuel, et il va nous parler de la jeunesse actuelle en Corée. Il vit à Séoul en colocation avec sa meilleure amie, en tout cas au début du roman, et il va nous parler de la jeunesse coréenne, notamment aussi de la place de l'homosexualité en Corée pour ce qui le concerne, homosexualité, ou c'est dur à dire, masculine en Corée. Et j'ai pas trop accroché, alors soit à la traduction, mais je pense que c'est aussi dû à l'écriture de base, parce que l'écriture coréenne, en tout cas de la littérature coréenne que j'ai lue, c'est assez distant parfois de certaines émotions, de certains faits, et là j'avoue que ça m'a complètement tenue en dehors des personnages, je me suis pas du tout attachée à eux, notamment à Young, sa meilleure amie aussi, il passe beaucoup de temps à boire, à faire la fête et tout ça, ça m'a très vite lassée. Le roman est découpé en 3 parties, je sais plus exactement comment, mais il y a aussi un rapport avec sa mère, il y a le rapport avec sa mère qui arrive et qui rentre en compte. Bref, le fait d'être totalement hermétique au personnage m'a complètement sortie du roman, donc je l'ai abandonné à la moitié alors que ça me tentait beaucoup parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis très fan de tout ce qui est Corée, etc. Voilà. Je suis pas trop K-pop parce que je m'y connais pas assez, mais bref, j'adore tout ce qui se passe en Corée, la Corée de manière générale. Et je pensais vraiment adorer, surtout que moi j'adore quand ça parle de l'homosexualité dans un pays où c'est pas forcément très bien accueilli, même si dans tous les pays on a l'impression que c'est pas toujours très bien accueilli. En France ça va quand même mieux. La Corée c'est pas le pays où c'est le plus accepté, donc j'étais contente de lire un truc sur ça, mais ben ce sera pas pour cette fois. Le deuxième roman dont je veux vous parler, et c'est un énorme coup de cœur, c'est Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, publié aux éditions Gallimard et qui est donc sorti là en août à la rentrée. C'est le premier Carole Martinez que je lis. Elle est très connue pour son écriture et pour ses ambiances réalisme magique. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, le réalisme magique, si je ne le définis pas trop mal, c'est un peu comme ce que fait Haruki Murakami, c'est-à-dire d'implanter vraiment dans une histoire totalement contemporaine, totalement réaliste, 2-3 éléments qui peuvent paraître fantastiques, mais qui ne sont là que pour vraiment servir son histoire. Et c'est pas du fantastique, c'est pas du post-apo non plus. Dans Dors ton sommeil de brut, je mettrai une définition plus nette en dessous si jamais j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi, mais je crois que c'est à peu près ça. Dans Dors ton sommeil de brut, on va suivre une femme qui est neurologue et notamment spécialiste du sommeil, qui fuit avec sa jeune fille d'une dizaine d'années je crois, je ne sais pas si c'est son âge, qui fuit un foyer, en tout cas un mari problématique, je n'en dis pas plus, mais en tout cas on voit bien qu'elle fuit le mari et le père. Et elles sont un peu perdues dans un coin de Camargue, je crois que c'est en Camargue. Oui c'est ça, elles vivent recluses dans une petite cabane, enfin une petite maison perdue dans un marais en Camargue. Et elles vivent là retranchées jusqu'à ce que une nuit, la fille de Eva, la femme qu'on suit, pousse un terrible hurlement. Et en fait ça va la réveiller et le hurlement va durer quelque temps.
elle va trouver ça étrange, mais elle va passer outre jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'en fait ce hurlement a touché tous les enfants du monde, en décalé par rapport à la rotation de la Terre, du Soleil, etc. Je suis pas physicienne, donc comprendront ceux qui comprendront, mais en gros ça a fait le tour de la planète et ça a touché tous les enfants. Et à partir de là vont s'enclencher des cauchemars collectifs qui vont toucher tous les enfants de la planète et qui vont apparaître dans la réalité. Les cauchemars des enfants, si je dis une bêtise, mais si tous les enfants cauchemardent de... Je sais même pas si je vous donne... Je crois que je vais pas vous donner un vrai exemple, comme ça vous allez pouvoir découvrir vous-même, mais disons que tous les enfants cauchemardent que les clowns se mettent à assassiner tout le monde, bah les clowns vont se mettre à assassiner tout le monde. C'est pas du tout ce qu'il y a dans le roman, mais c'est pour éviter de vous donner des clés, des cauchemars qui prennent... dont rêvent les enfants, parce que c'est un peu important quand même. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que mine de rien ce roman, en plus d'être excellemment bien écrit et captivant, parce que vraiment on est tenu en tension par ses rêves, on se demande où est-ce que ça va, quel va être, qu'est-ce que ça, parce que ça monte crescendo, quel va être le cauchemar suivant qui va toucher le monde et la planète. Et en même temps il y a cette pression du père qui, on sent, cherche sa femme et sa fille. Il y a aussi la présence d'un voisin à Eva et sa fille qui tourne un peu autour, qui est une présence plutôt protectrice et chaleureuse, mais qui reste quand même, on se demande un peu comment elles vont évoluer leur relation. Et ce roman, du coup, je trouve qu'il tient en haleine. C'est ça que j'ai trouvé hyper surprenant et agréable, c'est que c'est un roman qui tient en haleine et qui est captivant. C'est sous forme de conte prophétique, parce que effectivement, comme les cauchemars apparaissent dans la réalité, il y a cette air de conte prophétique, mais c'est brillant, c'est brillant. Je pense que la fin peut en dérouter certains, parce que c'est vrai que c'est une fin, en plus d'être abrupte, qui reste aussi un peu ouverte. Enfin, c'est pas le genre de fin, je pense, qui fera l'unanimité, mais moi ça m'a convaincue parce que ça faisait sens par rapport à tout le reste du roman. Et j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. J'ai très envie de découvrir d'autres livres de Carole Martinez, mais celui-ci m'a conquise et je ne peux que vous le recommander. Si les thématiques de l'écologie, même de l'onirisme, évidemment de l'onirisme, si ça ne vous effraie pas de plonger dans un univers dans lequel on ne sait pas trop ce qui se passe, je vous conseille fortement Dors ton sommeil de brute, qui a été un énorme coup de cœur. Ensuite, j'ai lu un des 2 livres de la rentrée littéraire des éditions d'Alva, dont j'avais fait une vidéo. Elle date un peu, mais je vous la remettrai quelque part en barre d'infos ou dans le petit i, spécialement dédiée aux éditions d'Alva, que j'aime beaucoup. Et j'ai lu de leur rentrée littéraire Demi-volée de Chetna Marot, qui est née au Kenya et qui a grandi aux États-Unis, mais je crois qu'elle est aussi... je pense qu'elle est aussi d'origine indienne, peut-être dans sa famille. En tout cas, c'est quelque chose qui touche le roman et je suis quasi sûre qu'elle est concernée. Mais je crois qu'elle est aussi d'origine indienne. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Dans Demi-volée, on va suivre une famille d'origine pakistanaise qui vit dans la banlieue de Londres et qui, dans ce foyer, la mère vient de décéder, donc on suit le père et ses 3 filles. Père qui élève tant bien que mal ses 3 filles ados et préadolescentes, donc un peu compliqué pour lui, surtout que dans sa culture, c'est quand il n'y a pas la femme, quand il n'y a pas la figure de la mère, c'est un peu compliqué. On sent que la tante, donc je crois que c'est la belle-sœur du père du coup, les liens familiaux, c'est vraiment super. Lui propose au tout début du roman de prendre une des 3 filles à sa charge pour l'alléger, parce qu'elle a l'impression qu'il va jamais arriver à élever seule ses 3 filles, parce qu'en plus il est accablé par le deuil, les 3 filles également, parce que la mère c'est vraiment tout frais qu'elle vient de décéder. Et pour essayer de changer un peu les idées de tout le monde et de donner une direction aux filles un peu mentales et sportives, etc., il va les initier au squash. Donc c'est un roman sur le squash, c'est un peu étonnant mais c'est le cas. Et la plus jeune, Gopi, qui a 11 ans, va faire preuve d'une grande habileté, elle va être vraiment très forte dans ce sport et elle va commencer à essayer de vouloir en faire de la compétition, etc. Donc c'est un roman qui est sur le deuil, sur la famille, sur le squash évidemment, mais aussi sur un peu roman initiatique, parce que tout est raconté du point de vue de Gopi, donc la jeune fille de 11 ans. C'est une écriture un peu particulière. Alors le livre a été finaliste du Booker Prize, je crois. Donc c'est quand même un prix assez prestigieux. Et a été traduit par Madeleine... et traduit de l'anglais par Madeleine Nassalik. Très belle traduction. Par contre, je pense qu'encore une fois, l'écriture, même la manière dont c'est présenté, donc c'est écrit, ne plaira pas à tout le monde, parce que en fait les émotions sont dans les non-dits et sont dans les non-actions. C'est-à-dire qu'en fait beaucoup de choses sont dites dans les silences,
beaucoup de choses sont dites dans les gestes qu'ils ne font pas ou qu'ils ne font plus. Et du coup, ça peut paraître froid, ça peut paraître lointain, qu'on a l'impression parfois que ça ne les touche pas. Alors qu'en fait, si, mais tout est dans le non-dit. Et du coup, c'est un peu déstabilisant. On le comprend, plus on avance, plus on sent qu'il y a quand même ce poids du deuil qui est là. Mais parfois, on a l'impression qu'ils vont juste au squash et qu'ils vont jouer. Et du coup, c'est un peu déstabilisant. Donc, je peux pas dire que c'est un coup de cœur. Par contre, c'est un livre qui est assurément intéressant. Le squash, si vous y connaissez pas, si vous n'êtes pas du tout adepte de romans sur le sport, c'est pas gênant parce que pour moi, c'est pas du tout un roman sur le sport, c'est plutôt un roman sur le deuil. Et il est quand même assez touchant, mine de rien, parce que moi j'aime bien aussi ce qui est dit dans le non-dit. Donc je dirais pas que c'est un coup de cœur parce que j'aime pas les romans qui sont dans le pathos, mais là c'était quand même un petit peu trop éloigné des sentiments à certains moments, des émotions. Mais c'est quand même très intéressant parce que je trouve que tout ne peut pas passer dans le pathos, justement dans oh, il pleura pendant des heures, etc. Là, c'est pas du tout le cas et je trouve ça très intéressant. On a aussi toute la culture pakistanaise, indienne qui est mise dans ce roman et qui est ultra intéressante parce qu'il y a le poids des traditions, le poids des coutumes qui pèse notamment et sur les épaules du père, mais aussi sur les épaules des filles, notamment de la petite Gopi qui se fait un ami camarade au squash et on sent qu'elle est un peu attirée par lui. Après elle a 11 ans, hein, c'est pas attirée sexuellement, mais on sent que c'est pas qu'un partenaire, on sent que c'est pas qu'un ami et c'est pas quelque chose qu'elle est autorisée à ressentir. En tout cas, on sent que vraiment la tante elle est dans le jugement profond et ça pèse sur toute la famille. Ça aussi j'ai beaucoup aimé dans le roman. Donc c'est une lecture que je vous recommande si les thématiques vous intéressent. Après, il faut savoir que c'est pas, voilà, c'est pas dans, j'ai pas d'autres mots, c'est pas dans le pathos profond, voilà. Mais c'était une très belle lecture et il me reste des éditions d'Alva, leur deuxième titre paru pour la rentrée littéraire, qui est Après la brume, voilà, que je lirai également, mais qui n'est plus dans mes priorités parce que j'ai envie de lire de la fantaisie. Je crois que tout le monde l'aura compris. Je voulais également vous parler d'Amiante de Sébastien Duluth, publié aux éditions La Peuplade, qui est un premier roman. Jusque-là, l'auteur n'a écrit que de la poésie et ça se ressent dans son écriture. La Peuplade est un éditeur spécialisé en littérature québécoise canadienne. L'histoire se passe dans la ville de Thetford Mines, qui est une ville phare du Québec, une ville connue pour son industrie de l'amiante, qui est un matériau naturel mais toxique utilisé notamment pour l'isolation. Et donc c'est un milieu très ouvrier et on va suivre l'histoire du jeune Steve Dubois qui a 9 ans au début de l'histoire. Ça se déroule en 1986, en tout cas la première partie du roman parce qu'il est séparé en deux, 1986 et 5 ans plus tard. Et tout l'intérêt du roman repose notamment sur cette année 1986, sa rencontre avec son ami, son futur meilleur ami qui s'appelle Poulain, qui a à peu près son âge. Je crois que Poulain est un surnom. On sent que les deux jeunes garçons passent leur temps à aller d'un coin à un autre dans cette ville vraiment ouvrière. On sent que l'ambiance des mines d'amiante, enfin, c'est un peu lourd, c'est un peu pesant. On sent que la ville est limite un personnage à part entière dans le roman. Et leur amitié va être vraiment hyper bien décrite par l'auteur, en tout cas pour toute la première partie du roman. On les voit aller d'un bout à l'autre de la ville à vélo, lire des Tintins, aller dans la cabane, aller dans la forêt. C'est vraiment très agréable. On sent qu'une énorme amitié les lie et limite une amitié où les barrières sont un peu floues. On sait pas trop si c'est que de l'amitié et c'est ça aussi que j'ai trouvé fascinant, c'est que c'est des jeunes garçons qui juste adorent passer du temps ensemble et qui vont passer du temps ensemble. Voilà, et après il y a la seconde partie, on sent que quelque chose s'est produit et on est 5 ans plus tard. Donc le roman est vraiment divisé, les tons sont pas du tout les mêmes entre les deux parties. La première est très axée sur, voilà, je trouve la découverte de l'amitié, la découverte de la ville aussi, on découvre un peu le contexte dans lequel ils grandissent. Foyer un peu violent, en tout cas pour l'un des deux. Et la seconde partie, on est sur une toute autre ambiance parce que, bon on le sait, hein, c'est un petit derrière. On sent que quelque chose s'est passé cette année-là, en l'an 1986. On sent que quelque chose s'est produit et a radicalement changé notre narrateur. Et du coup, le ton de la seconde partie est un peu plus lourd, un peu plus mélancolique, peut-être un peu plus plein de colère aussi quand même. Et j'ai adoré l'écriture de Sébastien Duluth. On sent qu'il vient de la poésie à la base parce que c'est très poétique et en même temps il y a un parler québécois tout le long du roman qui fait que de temps en temps on a des expressions typiques, voilà. Quelques sons de typiques qui moi m'ont beaucoup plu. Je trouve pas du tout que ça heurte la compréhension du roman, pas du tout.
Même quand on ne comprend pas une expression, je trouve que ça, le sens de la phrase vient très vite. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je regrette juste peut-être un petit peu le côté, j'allais dire banal, mais c'est un peu méchant, prévisible de ce qui se passe à la moitié du roman et qui m'a un petit peu enlevé par un plaisir de lecture parce que l'écriture est très belle et l'histoire reste plaisante. Mais je crois que c'est une photo de Tess Ford Mine, ça. J'ai coupé ma phrase. Mais on voit les grandes vallées d'amiante, vraiment c'est fou. Je retiendrai en tout cas sûr et certain l'écriture de Sébastien Dulude et je surveillerai d'autres de ses parutions. Très envie de lire sa poésie d'ailleurs. Mais j'aime bien parce qu'il y a un côté vraiment poétique et cru. Et moi j'adore quand c'est comme ça dans l'écriture. C'est qu'on n'est pas obligé de faire des phrases tarabiscotées pour nous dire, pour avoir une belle accroche. Ça peut être aussi très simple et bref. Donc voilà. Je pense quand même que ça peut vous plaire. Mais moi c'est pas un énorme coup de cœur. C'est pas comme Carole Martinez quoi. Mais très très intéressant quand même. Et le dernier dont je veux vous parler, le dernier que j'ai lu, pas jusque là mais à peu près parce qu'après... on va faire petite confession pour confession, je suis dans une énorme panne de lecture. Je suis en train de lire le Sally Rooney Intermezzo que j'adore parce que j'adore Sally Rooney et je mets 30 ans à le lire parce que j'ai du mal à me concentrer. Bref, tout ça pour dire que c'est le dernier de la rentrée littéraire que j'ai lu et dont je veux vous parler. C'est Une trajectoire exemplaire de Ziné Nagui aux éditions Joël Losfeld qui est également un premier roman. Il a été repéré par les éditions Joël Losfeld sur Instagram parce qu'il fait des courts textes. Soi-disant à la Bukowski et à la Simenon je crois, je ne sais plus exactement quels sont les auteurs phares qu'il a inspirés, mais il a été repéré sur Instagram, notamment pour son humour noir, son écriture voilà, noire, j'ai pas d'autres mots, et donc Une trajectoire exemplaire, on suit un homme vraiment très anti-héros, très antipathique, limite débectable. Ça se dit débectable, j'espère que ça se dit. Très agaçant, qui a commis un meurtre, on le sait dès le départ, et il nous raconte comment il en est arrivé là. Un peu sous forme de journal intime, on y a un peu axé comme ça. C'est un roman très très court, je crois qu'il fait une centaine de pages, soit 120, soit 100 pages, vraiment très très bref. Je n'ai pas du tout aimé. Alors je n'ai rien contre l'humour noir, je n'ai rien contre l'écriture sombre, mais je n'ai pas du tout aimé. Je sais pas, j'étais très hermétique à son humour. Il y a peut-être un moment où j'ai rigolé, mais sinon j'ai trouvé ça lourdingue, vraiment très lourdingue. Il passe son temps à picoler et à gerber et à voler et à être malhonnête et ça me gêne. Encore une fois, c'était le pacte entre l'auteur et le lecteur, mais je m'attendais à plus d'humour. Et en fait, il est juste agaçant et débectable. Voilà. Mais vraiment, si ce mot se dit pas, je l'ai dit 3 fois. Mais c'était le pack de lecture. Mais moi, il m'a vraiment pas convaincue. Je m'attendais à plus rire et à plus être déstabilisée par ses actions, etc. Voilà, c'est juste un mec qui picole et qui est un connard. Vraiment, c'est une sombre merde. Donc, j'aurais détesté le connaître dans la vie. Je ne l'ai pas abandonné parce qu'il est très court, mais ça aurait pu. Ça m'a même un peu énervé quand même parce que, bon, encore une fois, le traitement des femmes, c'est pas ça. Puis la malhonnêteté sur toute la ligne, il n'y a même pas un moment où c'est drôle. Si, il y a un moment où j'ai fait un petit rire du nez, vous savez quand on fait... Bon bah voilà, j'en ai eu un sur 120 pages. Et je crois que j'ai fini. Donc j'ai pris mon petit carnet pour les petites notes parce que ça fait 150 ans que je les ai lues. Et comme je vous dis, pas de lecture, donc là... j'espère en sortir. J'ai une semaine de vacances là très bientôt. Et j'espère lire plus que ce que je lis là actuellement parce que la lecture me manque, mais vraiment pour arriver à lire il faut quand même avoir la concentration et là ma concentration elle est dans Zelda, dans les dramas coréens et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que vraiment par ça je regarde des bêtises à la télé en jouant à Zelda, voilà c'est tout. Je n'arrive pas à lire. Bon, en même temps vous me direz en jouant à Zelda et en regardant la télé c'est normal que je n'arrive pas à me concentrer, les écrans, tout ça. Bref, c'était la dernière vidéo de la rentrée littéraire comme je vous l'ai dit. J'espère qu'elles vous auront plu, le trio des vidéos. Dans tous les cas, je vais repasser à un format un peu plus normal. J'aimerais bien reprendre les vlogs parce que j'aimais bien. Et en tout cas, si l'un de ces romans vous tente ou si vous en avez lu un de ceux-là et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que c'est fort probable, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça me ferait très plaisir. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à mettre un emoji crapaud. Voilà, j'ai pas d'idée mais j'aime bien quand les gens demandent de mettre des emojis, ça me fait beaucoup rire. Donc emoji crapaud si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir écouté jusque là. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.